Premiers extraits d'un spectacle qui, je ne sais pas quand, Dalila a prévu et la compagnie Us et Coutumes a prévu la première officielle du spectacle. C'est une histoire, je crois, en tous les cas, c'est un texte qui est basé sur une notion qui nous tient à cœur, puisque je crois que c'est vraiment grâce à une première rencontre qu'on avait organisée en 2004 entre des rescapés de la Shoah et des rescapés du génocide des Tutsis au Rwanda, que le génocide des Tutsis au Rwanda a vraiment pu entrer dans la programmation du mémorial et puis entrer vraiment dans les missions, on va dire, qui font partie de celles de notre institution, parce qu'à cette occasion, on avait fait une exposition en 2004. À l'époque, on n'était pas encore même revenu dans ces locaux, on était dans des locaux temporaires. Et on avait organisé une rencontre entre des rescapés, dont Charles Baron, qui nous a quittés cette année, Samuel Pizarre aussi qui était là, et des jeunes rescapés. Et il s'était passé simplement quelque chose de très fort entre eux. Alors est-ce que c'est parce que finalement ces rescapés, qui à l'époque étaient âgés, avaient connu, eux, l'enfermement et le génocide quasiment au même âge que les jeunes rescapés du Rwanda qu'on avait, c'est-à-dire qu'ils étaient tous adolescents, ils avaient à peu près 15-16 ans. Est-ce que c'est parce qu'il y avait une communauté de souffrance qui s'était rencontrée, qui s'était tout de suite reconnue? Mais en tous les cas, il y avait certainement des mots qui ont été échangés, des sentiments, des sensations, et puis aussi un partage, non seulement de la douleur, mais aussi de ce que pouvait être une reconstruction. Je crois qu'il s'était vraiment mise en place. Et d'ailleurs, les rescapés de la Shoah qui étaient là ce soir-là sont devenus des fidèles de toutes les représentations qu'on a pu faire, ou de toutes les conférences qu'on a pu faire ici sur le génocide des Tutsis au Rwanda. Et malheureusement, pour certains, donc, ils ne pourront plus venir, mais je pense qu'avec le cœur, en tous les cas, ils seront toujours avec nous. Donc je ne vais pas parler plus longtemps, je vais laisser la parole aux comédiens. Merci de ne pas oublier d'éteindre votre téléphone portable. Transmettre. Transmission. Je n'ai même pas appris ma langue maternelle à mes propres enfants. J'ai voulu faire table rase. J'étais au loin la merveille et les misères d'un pays qui m'attend découpé. Même la langue était devenue une arme et je n'ai plus su en dire les mots. Transmettre. Celui qui ne sait pas d'où il vient ne sait pas où il va. Antonio Gramsci. Avez-vous fait vos devoirs? Vos devoirs de mémoire? J'ai oublié. Je n'ai pas eu le temps. Je n'ai pas eu le courage. J'ai eu la flemme. J'avais autre chose à faire. J'ai essayé, mais je n'ai pas pu terminer. Mais j'étais seul, et ce n'est pas possible. Seul. C'est quoi pour vous la mémoire? Raconter à tout prix. Reconstruire le passé. Payer une taxe de survie. L'humiliation. Une protestation silencieuse. Le mur des lamentations. La peur d'oublier. Je suis un être vulnérable. J'ai des troubles du langage. Je n'aurais pas voulu savoir. Je n'aurais pas voulu avoir à raconter ça. Je suis vivant. J'en suis la preuve. Et je ne pense qu'à ça. J'ai des images en tête qui sont horribles et d'autres qui sont belles. Je voudrais apprendre à faire le tri. Je détiens en moi des déchirures et des confidences. Je ne suis pas sûre de ce que je dis. Je ne me souviens pas. Pas absolument. Tout le monde se taisait. Pas une seule fois, nous n'avons osé dire que ce n'était pas juste. Et quel âge avons-nous? Sommes-nous un peuple qui se souvient?
Sommes-nous un peuple ou une seule race? Dans 50 ans, plus personne ne parlera de cette histoire. Les gens en ont assez. Il faut passer à autre chose. Ne me touche pas. Il ne faut pas que cela me touche. Qu'est-ce que ça signifie, passer à autre chose? Je n'accepte rien, je ne résigne rien. Je me souviens d'un grand feu sur la colline. C'est un des moments les plus beaux de mon enfance. Tout le monde est là. La famille, les voisins, et même la vieille dame du bout de la rue. Je danse autour des flammes et je ris à tout vent. On m'a dit ensuite que nous étions en embuscade et que nos vies se jouaient là. Les parents étaient en train de décider comment fuir et comment nous allions être séparés pour toujours. Mais moi, je n'en savais rien et j'étais si heureuse. On nous a dit qu'il fallait continuer à transmettre pour les jeunes, pour que cela ne se reproduise pas. Mais plus personne ne croit à ça. Donnez-moi des exemples concrets. Après ce que j'ai vécu, je n'ai jamais voulu avoir d'enfant. Qu'est-ce que j'en fais? À quoi dois-je renoncer? Une mémoire saine est une mémoire évolutive. La mienne se fixe. Je suis KO debout. Je suis prisonnier du passé. Je voudrais perdre la mémoire. Ce dont je me souviens, c'est ce que l'on m'a raconté. La mémoire s'en va. Elle passe par les autres. Par les mots des autres qui racontent mon histoire. Il y a un truc quand même. Avec les tombes. Une tombe. Ce n'est pas que l'endroit de la mort. Et ce n'est pas que la fin. C'est aussi le début. Et entre les tombes, entre les deux sur une tombe, il y a deux dates. La date de la mort, évidemment. Mais aussi celle de la naissance. Et entre les deux, il y a une existence. Quand il n'existe pas de tombe, personne ne peut avoir la preuve que les gens ont été vivants. Et ça, c'est grave. C'est grave. Alors, elles sont où les sépultures du XXe siècle? Il en manque, non? Bonsoir. Merci de nous avoir rejoints pour cette rencontre au format particulier. Transmission, réconciliation, expérience théâtrale au Rwanda, telle qu'elle est intitulée. Il s'agit pour nous de partager l'expérience du projet artistique Hagati Yacu, qui signifie entre nous en Kinyarwanda, en souvenir des Tutsis du Rwanda, qui a été conduit en novembre 2015 au Rwanda par la compagnie Us et Coutumes, avec le soutien d'Ibuka, des autorités rwandaises et du Ishio Art Center. Transmission, réconciliation ne sont pas forcément les ressorts de notre démarche,
c'est plutôt la prise de conscience, en tout cas celle de la metteur en scène, Dalila Boiteau, Mazodier, qui est avec nous sur scène, celle de son ignorance et de notre rapport à la mémoire. Mais elle n'est pas la seule à avoir des problèmes de mémoire, puisque dans le Canard enchaîné de cette semaine, il paraît que la France a aussi des trous de mémoire par rapport au Rwanda. D'autres avant nous s'y étaient risqués. Je pense aux artistes du groupe belge, du groupe OFF, avec le spectacle Rwanda 94, et qui exprimait une tentative de réparation symbolique envers les morts à l'usage des vivants. La mémoire, donc, la possibilité du lien, du passage de témoins, et la nécessaire relation entre les hommes et les générations. La mémoire, c'est l'occasion de remercier Ibuka, souviens-toi, sans qui ce travail n'aurait pas eu lieu, et son président Marcel Kabanda qui est avec nous ce soir. Cette nécessaire relation entre les hommes, c'est aussi ce qui pousse les artistes à aller vers l'autre, ce qu'on appelle ailleurs le public. Alors un spectacle sur le génocide, aller vers la vie pour dire la mort, aller vers l'autre pour réveiller les mémoires. L'universitaire Olivier Neveu, compagnon de route parmi d'autres sur ce projet, rappelle que dans le désarroi de notre époque, l'urgence des luttes supporte mal la force de nos certitudes et le conformisme de nos habitudes. C'est à l'encontre de cet engourdissement, fût-il mémoriel, surtout mémoriel, que des artistes prennent la parole. Théâtre documenté plutôt que documentaire, la démarche de la compagnie Us et Coutumes, ainsi que celle du Ishio Art Center, qui nous a accompagnés sur ce projet au Rwanda et qui est avec nous ce soir, porte cette exigence, celle d'aller vers l'autre. C'est ce que nous allons tenter d'éprouver ce soir ici, pour traduire la force de l'art, pour dire l'indicible. J'ai en mémoire, dans un roman de Marie-France Motin, qui s'appelle « L'Afrique est un songe », chronique de la néocolonie, et qui rappelle que le Rwanda est un trou noir au cœur de l'Afrique. On peut décider d'oublier ou choisir d'y penser. Avec nous pour en parler ce soir, et avec différentes ponctuations que vous découvrirez, Carole Karemera, qui n'est pas là, mais dont nous aurons l'occasion d'exprimer sa parole puisqu'elle nous a envoyé un texte. Dalila Boiteau-Mazodier, metteur en scène de la compagnie Us et Coutumes. Marie-Odile Godard, psychanalyste, et qui a été pendant 10 ans responsable de la formation des psychologues de Ibuka au Rwanda sur un programme mené par Médecins du Monde. Eliane Oumouire, comédienne du Ishio Art Center à Kigali. Et Christophe Lafargue, que vous avez également vu sur scène, comédien de la compagnie Us et Coutumes. Pendant nos interventions, vous aurez l'occasion de voir des images, vous en avez déjà vu, qui sont celles de la plasticienne de la compagnie, Cécile Marical. Je passe la parole à Dalila Boiteau pour expliquer la démarche du projet de Agati Yachu et de ce qui a été mené au Rwanda. Merci. Bonsoir. Bonsoir et merci au Mémorial de la Shoah de nous accueillir. C'est un grand honneur pour nous que les extraits donc, de ce nouveau spectacle dont je vous parlerai un petit peu par la suite et notamment de la façon dont il se construit entre la France et le Rwanda et à travers ce XXe siècle. C'est un grand honneur pour nous que ces premiers extraits soient prononcés ici ce soir avec vous. Brièvement, pour la genèse du projet donc, Agati Yachu, tout a commencé, comme ça vient d'être dit, pour moi par un vrai constat d'ignorance lorsque j'ai rencontré une dame qui s'appelle Alexia Murekeyesoni, qui est rwandaise, née dans le sud de Rwanda dans les années 40 et qui a été ma première rencontre avec ce pays et avec son histoire. Et quand elle m'en a parlé, ça a été terrible parce que j'avais l'impression de faire partie des gens qui s'intéressaient aux choses qui se passent autour d'eux et d'écouter la radio, de lire la presse. Et j'ai constaté que j'étais complètement passée à côté de cette histoire et que je n'en savais rien. Alors qu'il y avait un certain nombre de documents qui étaient tout à fait disponibles. Je pense aux ouvrages des journalistes, des historiens, des chercheurs, des psychologues, et dont certains sont ici. Et je les remercie parce que leurs travaux m'ont accompagnée pendant toutes ces années et encore aujourd'hui.
voilà, donc cette ignorance et cette envie, donc en même temps, d'en découdre et d'essayer peut-être de rattraper cette erreur comme je le pouvais en me documentant. Et avec ensuite, évidemment, l'envie de m'insurger contre cette violence, celle qui est faite à l'innocent, à l'être humain. Et pour ça, j'avais qu'une seule chose, qu'un seul outil, qui est celui du théâtre, et qu'une seule, arme de lutte et de combat politique, qui était ce travail collectif. Donc on s'est mis au travail en pensant à une phrase de Tchekhov que vous connaissez peut-être, qui clôt la pièce Platonov. Il dit « enterrer les morts, réparer les vivants ». Et donc, je me suis dit que le théâtre était réellement à cet endroit-là, c'est-à-dire comment on pouvait, à l'endroit d'une représentation et de cette commémoration éphémère que peut représenter la représentation théâtrale, être une sépulture pour celles et ceux qui n'en ont pas eu. Et comment, en même temps, en entrant dans un processus de création qui est concrètement à l'endroit de la vie, on était aussi capable, en toute humilité bien évidemment, de restaurer cet infime lien qui unit l'être humain à son semblable et qui dans le cas du génocide perpétré contre les Tutsis, avait été profondément détruit. Donc nous avons créé ce spectacle, Agati Yachu, qui avait donc pour objectif d'être dans un travail des mémoires autour donc de l'événement du génocide, avant, pendant et après. Agati Yachu, donc, qui signifie entre nous. Et c'était entre nous comme un pied de nez à toutes celles et ceux qui préféraient dire que ça s'était passé entre eux. Vous l'avez entendu un certain nombre de fois. Et donc ça nous dédouane de nous y intéresser. C'est loin, ça ne nous concerne pas. Voilà, donc si, c'est entre nous. Et puis de surcroît, entre nous, la France et le Rwanda, puisque le Rwanda fait partie de l'histoire de la France. Et puis entre nous, après, tout simplement, dans une solidarité bien mise à mal dans ce XXe siècle et encore aujourd'hui, entre nous, en humanité. Voilà. Donc vous avez vu sur les images, et vous allez le voir tout au long des projections, la particularité de ce travail, c'est que c'est un spectacle qui se joue dans l'espace public. Donc c'est particulier pour nous d'être ici à l'intérieur, parce qu'on a, pour désir et pour exigence d'aller jouer dans l'espace public, donc dans la rue. C'est ce qu'on appelle du théâtre de rue. Et c'est d'abord comme une évidence pour nous, puisque vous le savez, cet espace public-là, c'est bien là que se passe le drame. C'est cet espace public du quotidien qu'on connaît, qui est rassurant pour aller chez le voisin, à l'école, qui tout à coup bascule et devient, comme les journalistes aiment le dire encore aujourd'hui tous les jours, le théâtre des atrocités. Et puis après, c'est l'espace symbolique aussi pour nous. Qu'est-ce que c'est que cet espace public? Qu'est-ce que c'est que ce bien commun, ce patrimoine de notre humanité, de notre collectif? La pièce a été jouée une 30aine de fois en France, et puis elle a commencé son voyage sur le continent africain par le Bénin. Et puis on a enfin eu l'occasion, il y a un an, jour pour jour, d'aller donner des représentations au Rwanda, dans les principales villes, à Kigali et à Butare, mais aussi notre volonté était vraiment d'aller à la rencontre des citoyens rwandais sur les collines. Donc on a joué une 10aine de fois. Alors évidemment, pour nous, ça a posé plein de questions de légitimité, de souffrance, de plaisir. Qu'est-ce que ça veut dire que de jouer cette histoire à l'endroit même où elle s'est passée, face à des gens qui l'ont vécue? Qu'est-ce que ça veut dire que de jouer un génocide alors que c'est tout sauf un jeu? Mais ça, je ne crois pas que ce soit le plus important. Je pense que ce qui est le plus important, c'est la façon dont ça a été perçu par les Rwandais eux-mêmes. Et Mario Dil y reviendra, mais on a évidemment préparé cette aventure de façon sérieuse avec les amis de Ibuka en France et au Rwanda, les psychologues français et rwandais. Et donc, on a mené des groupes de parole à l'issue des représentations avec les gens donc, qui avaient vu la pièce. Et je vais vous lire quelques-unes de leurs remarques pour vous laisser penser comment elles résonnent. Théopiste nous dit « Je suis rescapée de Nyarubouye. Tout a été dit par le groupe, mais je veux témoigner que quand j'entendais le mot « France »,
Je ne voulais pas entendre ça. Mais après avoir vu les Français jouer notre histoire, c'est comme si quelque chose s'était déposé par terre. Un fardeau. Les Français peuvent parler de nous, de notre histoire. Didacienne dit « J'ai vu la pièce de théâtre. Je ne savais pas que vous étiez Français. Pourquoi Ibuka a ramené des Français ici ? Ce qui m'a réconforté, c'est combien vous étiez chagriné. J'ai vu que vous aviez le sens de l'humanité, mais avant je ne faisais pas confiance. Le jeu m'a beaucoup aidé, même si je me suis demandé comment vous arriveriez à jouer cela. Vous êtes des Français qui ont fait le contraire des soldats français. La compagnie est un miroir de notre histoire. » Grace dit « J'étais petite pendant le génocide. Pour nous, c'est nouveau. J'ai eu peur en voyant la pièce et je me suis demandé comment ça pouvait être pendant le génocide. » Annonciata dit « Je me suis demandé comment on pouvait accueillir des Français ici. On a vu et alors on a pensé que c'était demander pardon. Ça nous a reconstruit quand même. Faites la plaidoirie pour que justice soit rendue. » Vincent dit « J'ai vu l'objectif de la pièce. C'est un combat que vous avez commencé et mérite que les rescapés s'unissent à vous pour combattre ensemble. Vous pouvez faire des choses pour que leur message aille loin. La pièce nous donne l'espoir que le temps de demander pardon va venir. » Évariste dit « Merci à l'équipe de venir jouer ici la pièce. C'est comme garder des effets de notre histoire. Le fait de vous voir jouer, ça a réveillé les blessures, pas dans le sens de torturer, mais revisiter notre histoire. On pourrait aussi enrichir la pièce d'autres témoignages. Nous vieillissons, il faut que notre histoire soit gardée, perpétrer la mémoire et faire une plaidoirie pour que justice soit faite. La pièce nous montre nos souffrances, la pièce est comme un site mémoriel. » Bonsoir. Voilà, comment peut-être que j'explique un petit peu comment je suis arrivée voilà, aux abords et dans cette compagnie, ces compagnies. Voilà. Voilà, parce que Dalila est venue me rencontrer parce qu'elle se doutait que jouer au Rwanda le génocide, c'était pas exactement pareil que jouer le génocide en France. Et que ça allait avoir des effets, tant sur la troupe que sur les personnes qui allaient entendre ces choses-là. Et donc, on a beaucoup discuté de tout ça. Au début, on ne voyait pas bien comment faire les choses, etc. Et puis, il se trouve que Ibuka et Médecins du Monde ont formé des psychologues au Rwanda pendant 10 ans. Et que ces psychologues ont été prêtes, puisqu'il y en avait 4 en tout, étaient prêtes à encadrer les choses, enfin, d'une certaine manière, à écouter ce qui allait se passer et à intervenir comme elles pouvaient le faire, par exemple, à chaque commémoration, puisque à chaque commémoration, c'est la mémoire qui est convoquée, c'est ce qui s'est passé il y a 22 ans, il y a 20 ans, il y a 15 ans, voilà. Et à chaque fois, les rescapés sont là, beaucoup de rescapés sont là, et à chaque fois, il se passe des choses, c'est-à-dire que les images, les mots qui sont prononcés provoquent chez ces rescapés parfois ce qu'on appelle des crises traumatiques et parfois tout simplement énormément de tristesse. Et les psychologues au Rwanda le savent et chaque année sont là pour entendre ces personnes-là et continuer le travail. Donc d'une certaine manière, elles savaient ce qu'il y avait à faire au moment de ces représentations du génocide. Ça, c'est la première chose.
Ensuite, ce qui est évident, c'est que, enfin, ce qui m'a semblé évident, a priori comme ça, sans trop savoir, je me suis dit que, y compris pour les artistes, ça n'était pas une mince affaire. C'est-à-dire que déjà en France, ceux qui, par exemple, jouaient un génocidaire pouvaient être mis de côté dans un petit pot qui se passait après. C'est difficile de supporter une telle chose. C'était en France. Alors, là-bas, alors qu'ils allaient jouer en face des personnes qui avaient vécu la même chose, c'était évident que ça allait bouleverser les acteurs même. Voilà. Et les bouleverser de différentes manières, individuellement, de différentes manières. Tout ne se passait pas pareil. C'est-à-dire que même si les choses ont été préparées par Dalila et toute la troupe, c'est-à-dire qu'ils ont lu des livres, ils ont parlé avec des gens, ils ont parlé avec des rescapés rwandais en France, etc. Là, on était dans une autre situation. Et les premières représentations, en fait, il y a eu comme une espèce de choses où personne ne s'attendait à ça. C'est toute la question de la France. C'est-à-dire qu'on a commencé à dire, mais voilà, vous, Français, vous venez, mais qu'est-ce que vous venez faire, voilà. Et tout un tas. Et la première discussion qu'il y a eu, tout de suite après la représentation, finalement a laissé chacun... on ne savait plus pourquoi. Enfin, qu'est-ce qu'on nous disait ? C'était pas de notre faute. Nous, on avait 5 ans, on avait 15 ans, on avait 20 ans, on avait 40 ans au moment du génocide. On ne savait pas. Voilà. Et donc, il a fallu des moments comme ça. Il y en a eu 3, me semble-t-il. Moi, j'ai assisté à 2. Il y a eu des moments où il a fallu finalement déposer ça. Déposer ces interrogations que l'ensemble de la troupe se posait. Et puis, ce qu'on a pu observer après, c'est que Dalila a fait autrement. Et elle a fait comme au Rwanda. C'est-à-dire qu'au Rwanda, quand on raconte une histoire, on prend des précautions. Avant, on dit, je raconte une histoire, je vais vous la raconter, elle va se terminer, etc. Il y a toute une... Marcel pourrait le dire beaucoup mieux que moi. On raconte l'histoire, et à la fin de l'histoire, on clôt l'histoire en disant, je ne suis pas celui qui était dans l'histoire. Et voilà, les choses se sont arrêtées. Et en fait, Dalila, après chaque représentation, la 2e fois, la 3e fois, etc., eh bien, introduisait les choses en disant, en expliquant quelle était la démarche de toute l'équipe. Voilà pourquoi on était venu. Parce qu'on savait maintenant que la France avait eu une responsabilité. On posait les choses d'emblée. Et puis, à la fin, justement, les choses étaient refermées par ce moment de discussion avec l'ensemble de ceux qui étaient là. Au début, on pensait que les groupes qu'on allait faire après allaient se passer immédiatement. Et très vite, on s'est dit, non, il faut plusieurs temps. C'est-à-dire ce temps-là, après la représentation, où le plus souvent, c'était des hommes qui prenaient la parole. Rarement des femmes ou alors des responsables d'associations, etc. Et on s'est dit, il faut deux moments. Et le 2e moment étant 2 à 3 jours plus tard, voire une semaine plus tard. Et là, on se retrouvait avec les femmes, principalement, beaucoup de femmes, très peu d'hommes, et des rescapés, évidemment, et qui ont...
voilà, qui ont dit tout ce que, en partie, Dalila vous a dit tout à l'heure. Alors, moi j'aime beaucoup une phrase, parce qu'elle fait écho à l'une des phrases que tu as citées. J'aime beaucoup une phrase de Joyce McDougall, qui est une psychanalyste, et qui dit « L'art anesthésie les plus profondes blessures et dans le même temps les réveille ». Et c'est en fait la même phrase que cette femme, je ne me rappelle plus de son nom, mais qui disait « Le fait de vous voir jouer ça a réveillé les blessures, mais pas dans le sens de la torture, mais revisiter notre histoire. » Voilà. C'est-à-dire que l'art a permis ça, c'est-à-dire revisiter l'histoire dite par d'autres, et c'est prendre un pas de recul. Quand on voit sur une scène ou dans la rue, quelqu'un jouer sa propre histoire, bah, effectivement, on le voit d'un autre point de vue. Ça change, il y a quelque chose qui bouge. Et je pense que c'est ça que les psychologues ont pu voir dans ces groupes qui se sont tenus après les représentations. J'aimerais dire encore une chose qui a été, à mon avis, très importante du point de vue de la troupe même, enfin de la troupe et des gens qui étaient autour, c'est-à-dire moi, les psychologues, etc. C'est ce qui se passait tous les soirs, quoi qu'il arrive, ou presque, tous les soirs, tout le monde se réunissait, on arrêtait de rire, de pleurer, etc., etc. Et 3 questions étaient posées à l'ensemble du groupe. Comment te sens-tu? Ensuite, qu'est-ce qui t'a frappé aujourd'hui? Et ensuite, qu'est-ce que tu vas en faire? Et ces 3 questions, donc voilà, tout le monde, à tour de rôle, répondait à ces 3 questions, faisait que d'un seul coup, chacun qui avait vécu cette journée, les uns difficilement, les autres pas, etc., qui ont été frappés par des choses très fortes, d'un seul coup, on voyait que l'autre, celui qui était juste à côté, avait eu une autre vision aussi, ou avait eu la même vision que nous. Et c'était quelque chose qui... Il n'y avait aucune réflexion, on ne discutait pas sur la question. On ne discutait pas, voilà, c'était ça. Voilà. Et chacun après repartait, on allait boire un coup, on allait répéter, on allait... peu importe. Et ça, je pense que ça a été quelque chose de très important. Il y a eu des moments des nœuds, hein, des moments difficiles pour la troupe, c'est quand il y a eu les premières réactions visibles des rescapés face au spectacle. Les psychologues étaient là, jamais personne n'est resté seul, etc. Mais là, chacun s'est reposé une nouvelle fois, parce que c'était déjà posé avant, s'est reposé la question, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que, oui, on peut continuer? Quel est notre rôle? Qu'est-ce qu'on provoque? Et comment on fait, justement? Qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Et justement, la manière dont a été organisées les choses, si on peut dire, le fait qu'il y ait eu ces groupes 2-3 jours plus tard, etc., eh bien, a permis à apporter des réponses concrètes à l'ensemble des acteurs. Voilà. Simplement, pour terminer, j'ai été souvent au Rwanda, dans des situations très, très différentes, de formation amicale et autres.
Mais ces 15 jours, puisque moi je ne suis restée que 15 jours, j'étais beaucoup plus longtemps, ont été pour moi d'une richesse extraordinaire. Voilà, j'ai appris des choses. J'ai aussi appris sur l'effet de l'art. Voilà, et je me dis, voilà, faut continuer. Vraiment, faut continuer. Parce que de cette manière, on permet aux gens de parler, de reparler à nouveau de leur histoire, mais en changeant un petit peu quelque chose. Parce que vous savez, le traumatisme, c'est quoi? C'est quelque chose qui reste, qui est toujours pareil. Ça revient toujours. On dit les mêmes mots. Toujours les mêmes mots. On raconte toujours la même histoire. Toujours de la même manière. Et quand on voit d'autres la raconter autrement, ça nous donne d'autres mots, peut-être. Et ça bouge. Du coup, après, on peut faire son chemin. Voilà. Merci Marie-Odile. Tu veux réagir, Dalila, ou j'apporte quelques éclairages? Juste que ce qu'on ne vous a pas dit, c'est que Dalila a précisé que le spectacle se jouait dans l'extérieur, dans la rue, dans l'espace public. Ce qu'elle n'a pas précisé, c'est que le spectacle dure 3 heures. Et justement, en réaction par rapport à l'intervention de Marie-Odile, par rapport aux réactions des premières représentations, c'est que par pudeur et par organisation de ce qu'est le travail et la vie sociale dans les collines, nous n'avions présenté que le premier tableau, qui amenait à ces questionnements spécifiques sur la participation de la France et sur une confrontation un peu directe avec les comédiens, qui n'est pas l'objet du spectacle, et du coup, son propos en tout cas, et qui trouve en tout cas un déroulement avec les deux autres actes. Puisqu'on en est là, et puis puisque je ne voudrais pas donner tort à l'absence de Carole Caraméras, c'est que cette organisation du spectacle, des représentations, du travail avec les psychologues d'Ibuka et avec l'ensemble des partenaires n'aurait pas pu être possible sans le Ishio Art Center de Carole Caraméras. Je vais vous lire un texte qu'elle nous a adressé par rapport justement à ce travail, mais aussi à l'engagement qui est celui du Ishio Art Center au Rwanda. Je vais essayer de ne pas trop être linéaire. Nous sommes 8 femmes, 8 mères, 8 sœurs, 8 artistes professionnels et amateurs au cœur du Ishio. 8 parce qu'en Kenya, Rwanda, 8 signifie également l'héritage. Nous sommes 8 femmes que des questions, probablement à jamais sans réponse, ont rassemblé. Comment comprendre et accepter ce qui est arrivé à notre peuple? Comment transmettre cette histoire douloureuse, celle du génocide contre les Tutsis de 1994 à nos enfants? Comment lutter contre l'oubli? Comment recréer ce lien avec soi, avec les autres, avec la communauté? Comment réparer cette humanité en chacun de nous? Voici 10 ans maintenant qu'Ishio tente avec détermination de développer des projets artistiques qui sont à l'écoute de la société, à laquelle nous appartenons, des projets qui, nous l'espérons, puissent participer à sa transformation, des projets qui positionnent chacun d'entre nous comme responsable, témoin et acteur du présent. Ce dialogue entre artistes et la communauté fut d'abord mobile. Nous avons sillonné les collines du Rwanda à bord d'un bus avec des histoires d'ailleurs qui appartiennent à d'autres communautés, qui racontent leur lutte, comment leur victoire avec beauté. C'était notre façon de dire aux milliers d'enfants que nous rencontrions que malheureusement nous ne sommes pas uniques, que d'autres avant nous ont traversé le côté le plus obscur de la vie, que nous avons beaucoup à apprendre en nous racontant et en apprenant les uns des autres. Ensuite, vint le temps de la sédentarité. Nous avons décidé de créer une maison, un refuge pour les artistes et le public. Et dans cette maison, une place importante a toujours été gardée pour questionner ce passé, avec des artistes de toutes disciplines et de tous horizons, car il était plus clair pour nous que toutes les voix, les souffles et les idées étaient nécessaires. Continuez alors la spirale des questions. Comment créer un espace pour faire entendre les voix de ceux qui ne sont plus sans prétendre parler à leur place? Qu'en est-il de ceux qui peuvent parler, qui peuvent encore témoigner, et de ceux qui n'y arrivent pas? Comment faire en sorte que tout le monde se sente légitime de contribuer à la préservation et à la transmission de cette mémoire? Comment dialoguer avec les autres événements tragiques de l'histoire de l'humanité?
Toutes ces questions, au fil des années, nous ont définitivement convaincus que c'est le rôle des artistes de créer des œuvres capables de représenter, d'incarner ces vérités historiques et humaines, ces expériences individuelles et collectives. Car c'est là, dans cet acte de création et de communion avec le public, que la vie s'affirme avec force et beauté. Les différentes approches nous ont menés à créer des spectacles aux formes très variées et avec des artistes de tous horizons. Du spectacle de marionnettes, Ma Petite Colline, du théâtre à jouer au domicile des gens, We Call It Love, de comédie musicale, Mboka, de lecture spectacle café littéraire, des livres d'essais, des films, des cathédrales sonores. L'aventure se poursuit dans les rues à présent, le théâtre du génocide d'hier. Avec us et coutumes, nous tentons de redonner un nouveau sens commun à ces espaces, de créer des ponts entre les générations et les événements historiques, d'effacer ces murs invisibles. À l'intérieur comme à l'extérieur de soi, fait de méfiance, de douleur et d'incompréhension, et d'y emmener le temps d'un spectacle, des voix, des gestes, des actions humaines qui resteront dans les espaces publics comme autant de possibilités de mieux vivre ensemble. Cette aventure pose aussi beaucoup de questions aux artistes, comme aux psychologues, aux autorités locales. Car dans cet espace public qui a beaucoup changé, de insécure, il est aujourd'hui l'endroit le plus sécurisé, les rues, les bâtiments ont changé de forme et de nom, les gens se sont déplacés. Et là, dans cet espace où tous sont conviés, chacun est dépendant de l'autre, de son attention, de sa parole, de son écoute, de ses regards, de son désir d'être avec l'autre, les yeux dans les yeux, avec la voix forte et affirmée et les corps à proximité. Les artistes associés à ce projet portent beaucoup sur leurs épaules. Ce n'est pas chose aisée que de pousser la porte d'une maison abandonnée ou fermée, parce que trop de choses s'y sont passées ou y sont stockées, et de dépoussiérer, d'allumer une bougie et de lui donner une chaleur qui donnera à chacun envie de poser ses bagages, ses courses, son travail, ses souvenirs, de respirer le temps d'un spectacle, puis de repartir, nous l'espérons, allégé, et le regard droit et bienveillant posé sur l'horizon. En contrepoint aux paroles de Carole Carremera, je vais passer la parole à Eliane Oumouiré, qui travaille à ses côtés et qui a participé et qui participe au projet aujourd'hui. Juste avant que Eliane prenne le micro, juste pour vous dire que donc, la pièce avait été écrite en français pour être ici jouée en France. Et donc, quand on a décidé d'aller la jouer au Rwanda, on savait qu'il fallait la traduire en Kinyarwanda et précisément parce qu'on voulait aller jouer sur les collines. Et donc, on n'a pas voulu, avec Carole, opérer une traduction classique. Et donc, ce sont les comédiennes du Issue Art Center et comédiens qui ont interprété. Donc, il faut vous imaginer, c'est ce que vous voyez sur les images, que en fait c'était un peu un dédoublement de la vision et pour les interprètes et pour le public, c'est que chaque personnage était joué 2 fois en fait. Donc les gens avaient l'interprétation en français qui était le résultat de tout le travail qu'on avait pu mener ici, et puis l'interprétation en Kinyarwanda jusqu'à ce que quasi ça fasse un espèce de personnage hybride avec 4 bras, 4 jambes, 2 visages. Voilà. Bonsoir tout le monde. Donc, en écho à ce que Dalila disait, quand on a commencé à jouer à Gatiacho sur les collines du Rwanda, on jouait en Kinyarwanda et on avait les comédiens et les comédiennes français qui jouaient en français. Je ne vais pas m'attarder, mais la chose que j'ai gardée le plus quand on jouait sur les collines, c'est qu'on s'est retrouvés à porter, à revisiter notre histoire en 2 langues. C'est comme si l'histoire du Rwanda était en train d'être parlée en 2 langues, pas la langue rwandaise, le Kinyarwanda et le français, mais je dirais plutôt notre langue, le Kinyarwanda, notre langue, notre histoire, mais aussi la langue universelle. Du coup, ce n'était pas des comédiens français avec qui on jouait, mais c'était plutôt l'univers. C'est comme si c'était une autre main qui vient et qui te tape sur l'épaule pour te dire « Je suis là, on va encore revisiter ton histoire, ça va faire mal, mais on va la revisiter en sécurité. » Et c'était plus flagrant parce que c'était 21 ans après. Tu sais, quand tu perds un membre de la famille et que les gens viennent te visiter juste après, c'est vrai, c'est réconfortant et c'est normal, c'est réconfortant. Mais quand une personne vient des années plus tard,
21 ans après, et la personne se rappelle encore que tu as eu mal et vient encore te prendre et te dire, voilà, je sais que tu as eu mal à un certain moment de ta vie et je viens encore te réconforter, je suis là, c'est plus réconfortant. Et donc, on a revisité notre histoire, on a pleuré, on a pleuré ensemble, mais on a aussi ri et on a été réconfortés ensemble. Et donc, c'était une rencontre entre humains, c'était juste une rencontre humanitaire. C'est tout ce que je peux dire. Il ne faut pas compter sur moi. Je ne suis pas un jukebox dans lequel il suffit de mettre un jeton pour que je joue la sérénade. Je suis une absence de mémoire parce que je ne veux pas me souvenir de rien. Aujourd'hui, je ne veux pas. Je suis désolé. Je suis désolé, mais aujourd'hui, j'aimerais bien oublier. J'aimerais retrouver mes souvenirs d'avant. Juste avant et encore avant. Je n'ai pas les clés. Avant, c'est-à-dire avant l'événement. C'est un mot tiroir, un mot fourre-tout. Mais comment dire autrement? Aucun mot ne m'appartient. Il n'y a que les mots des autres, de la civilisation, de l'histoire et des livres d'histoire. Ces mots-là ne sont pas miens, puisque je n'en ai aucun de prononçable. On dit génocide, extermination d'un peuple, destruction massive, crime de masse, épuration ethnique, crime contre l'humanité. Ce sont des mots entendus, entendables. On a raison de faire attention à ce qu'on dit. J'attends ça et moi je pense l'âme, gorge dans la lame, gorge de mon enfant dans la lame. J'attends ça et moi je dis autre chose que l'angoisse, l'envie de mourir, autre chose que l'envie de mourir. La mort dans tout le corps et je respire encore. J'attends des mots faciles et l'horreur du vocabulaire nous apaise. Moi je dis agonie, blessure de l'intime. Ça, c'est encore possible. Je dis on a tué mes 2 enfants. Récit de vie. Ils étaient dans mes bras et je ne les ai plus jamais revus. Ça mente, hein? Ils ne voulaient pas mourir, ils n'ont pas compris. Ils sont morts en pensant que je les avais abandonnés. Je ne tiens plus debout. On ferme les yeux pour faire comme si c'était possible. Ça l'est. Ça l'a été. Je suis face au mur des mots qui font pleurer mais qui ne sont pas des harcèlements. Une répétition de voyelles et de consonnes qui s'agencent pour dire « Mes enfants sont morts ». 14 consonnes, 5 voyelles et c'en est fini. L'histoire a chevauché son costume médiéval, sa barbarie de saloon, un flingue, un crâne, une flèche qui me transperce. Je mélange tout pour que l'histoire se taise et moi avec. Et il me manque le sens de la prière et un dictionnaire digne de son nom. Et peut-être aussi un peu d'espoir. J'aimerais retrouver mes souvenirs d'avant, avant que l'on m'arrache tripes et boyaux et tout ce qui peut faire que l'on redresse la tête. J'avais un nom, une famille, un rêve et des doutes et des rengaines au quotidien et de quoi nourrir mes enfants. Et pas seulement du riz, une langue, un sentier, des bras, de l'espérance et toutes ces choses banales qui n'ont plus aucune raison aujourd'hui. J'avais des foulards dans les cheveux, un pied qui va devant l'autre et des envies d'amour. J'ai tout perdu dans les cris de mes enfants parce que je n'étais pas là pour les attendre. 14 consonnes, 5 voyelles.
Ça va? Répondez-moi, ça va? Moi, je mens. Je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur de mourir. Je n'ai jamais voulu vous rejoindre. J'ai de la force à revendre, je n'ai jamais craqué. J'arbore un sourire macabre, un sourire qui rassure l'encyclopédie. Un autre extrait de la pièce en construction qui s'appelle Ejo Nejo Bundi. Hier, aujourd'hui, demain et après-demain. Et qui parle de la question de la parole quand elle est nécessairement pensée dans sa continuité, c'est-à-dire dans, je vous disais tout à l'heure, ce passé qui ne passe pas, et quel est son impact dans le présent et comment on peut le projeter. C'est vraiment les questions qu'on a envie de se poser donc avec les comédiens du Zécoutume et du Ishio Art Center, puisque c'est une co-création entre la France et le Rwanda cette fois-ci. Et juste pour vous dire, c'est important parce qu'on est ici avant qu'on vous joue un autre extrait. Cette pièce, elle s'est écrite à partir d'entretiens que j'ai appelés Mémoires croisées avec des survivants des différents génocides du XXe siècle. Donc voilà, j'ai rencontré des rescapés d'Auschwitz, des gens qui ont fui Phnom Penh, des gens qui étaient en Bosnie et Herzégovine, et puis avec le collectif VAN, Vigilance arménienne contre le négationnisme des petits-enfants et arrière-petits-enfants. Et évidemment... mes amis du Rwanda. Donc l'idée c'était de croiser un petit peu toutes ces mémoires. Donc on va vous donner un autre extrait qui est vraiment pour moi l'inscription dans le présent aujourd'hui, qui est celui de la négation de ces différents génocides. Monsieur, avez-vous commis les faits qui vous sont reprochés? Non, Monsieur, où étiez-vous ce jour-là? Qu'avez-vous vu? rien. Monsieur, vous n'avez rien vu. Il ne s'est donc rien passé ce jour-là. Rien, non. Monsieur, vous avez des comptes à rendre à la face de l'humanité. Première nouvelle. Je l'ignorais. Vous niez, monsieur? Ça fait partie de la démarche. La démarche? Vous vous moquez de nous, monsieur? Non, pas du tout, pour rien au monde. La démarche. Monsieur, quelles étaient vos intentions préalables? Aucune. Enfin, toutes les mêmes. Il ne reconnaît pas, messieurs, il ne reconnaît pas, monsieur le président? Non, il nie, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Monsieur, vous n'êtes pas sans savoir que les faits sont très précis. On déplore un grand nombre de victimes parmi les innocents ce jour-là. Vous persistez, vous n'avez rien vu. Non, rien. Mademoiselle, compte tenu de l'absurdité de la situation, je pense que le moment est venu d'apporter les preuves de notre accusation. Vous voulez dire les morts? Vous allez amener ici les morts? Monsieur, dois-je vous rappeler que vous comparaissez pour crime de génocide et crime contre l'humanité et que vous encourez pour cette raison la réclusion criminelle à perpétuité? Nous ne sommes pas des clowns. Votre cirque est bien sinistre. Je peux collaborer. Je peux dénoncer des responsables. Non, merci. Ce ne sera pas nécessaire pour l'instant. Nous allons d'abord écouter les témoins. Madame, nous sommes conscients de vous imposer un exercice difficile. Pour vous, vos proches, vos amis morts, vos lendemains. Je ne vous le cache pas, nous avons dénombré une quantité non négligeable de détracteurs présents parmi nous aujourd'hui. Je m'adresse à vous, messieurs, baissez la tête, fermez vos bouches abjectes. Madame, nous vous écoutons entièrement. Messieurs le président, le serment? Aboli, inutile, injurieux.
J'ai décidé de croire les gens sur parole. Mais Monsieur le Président... Il suffit. Nous n'avons aucune bonne raison de lever la main et de dire « je le jure ». Faisons enfin preuve du courage nécessaire. Nous devons accepter la vérité ici et maintenant. Madame, je vous en prie. C'était il y a plus de 100 ans, Monsieur le Président. Ma mémoire est pourtant intacte. Des milliers de gens sont morts parce qu'ils étaient arméniens. Un peuple entier exterminé. Les innocents méritent la justice. Je n'ai pas compris la dernière phrase, Monsieur le Président. Elle a dit « Les innocents méritent la justice ». Monsieur, qu'avez-vous à dire après un tel témoignage? Je pense que cela mérite davantage de précision. Je ne suis pas sûr, en effet, que... Monsieur, votre avis ne nous intéresse pas. Je ne vous autorise aucun commentaire. Reconnaissez-vous les faits? Êtes-vous coupable, oui ou non? C'est non. Bien sûr que c'est non. Un État entier, et pas des moindres, ne reconnaît pas depuis plus de 100 ans les faits relatés devant ce tribunal. Et vous espéreriez sérieusement que je fasse un mea culpa à la place d'une nation entière? Non, mais c'est presque drôle. Allons. Ce que je veux savoir, c'est est-ce que vous admettez ou est-ce que vous contestez? C'est non. Merci. Vous pouvez rentrer chez vous. Verdict, mademoiselle? Impunité, Monsieur le Président. Faites entrer le témoin suivant, s'il vous plaît. C'était il y a 80 ans, Monsieur le Président. Ma mémoire est pourtant intacte. Des milliers de gens sont morts parce qu'ils étaient juifs. Un peuple entier exterminé. Les innocents méritent la justice. Madame, vous avez dit des milliers ou des milliers de gens? Ou des millions de morts? Pouvez-vous préciser, je vous prie? Des millions, Monsieur le Président. Messieurs, Oui. qu'avez-vous à rétorquer à de tels propos? Les preuves sont tangibles, les témoignages sont très nombreux. Même si les derniers témoins disparaissent, la mémoire se transmet cependant. Nous vous écoutons. J'ai quelques états d'âme. Des états d'âme? Oui. Je pense parfois que... Messieurs, je ne suis pas certain que ce soit ici le lieu pour vous entendre penser. Je pense pourtant que j'aurais dû agir comme les autres. La capsule d'arsenic. Bon, la substance létale n'était malheureusement réservée qu'à une élite, qui ne fut ainsi jamais jugée. Envolée, disparue de l'histoire. Ça va, mademoiselle? Quelques états d'âme. C'est mal au cœur, Monsieur le Président. Ténace nausée. C'est récurrent, mademoiselle. Je le sais, Monsieur le Président. Bon, messieurs, un grand nombre de morts aux yeux écarquillés vous scrutent avec effroi. Nous allons devoir prononcer une sentence à la hauteur de leurs attentes. Même si nous savons que nombre d'entre vous ont échappé aux mains de la justice, dissimulés, infiltrés dans toute la société, qui, face à l'ampleur du crime, les a protégés du même temps pour s'en laver les mains et la conscience. Mais c'était la guerre, Monsieur le Président. C'était la guerre? La même La rengaine. guerre. À chaque fois, c'est la même chose. Silence. Messieurs, la Cour vous reconnaît coupable. Verdict, mademoiselle. Une balle dans la tête, Monsieur le Président. Justice est rendue. Madame, vous sentez-vous... Je ne me suis jamais sentie légère, Monsieur le Président. Si telle est votre question. Accueillons le témoin suivant. C'était il y a 40 ans, Monsieur le Président. Ma mémoire est pourtant intacte. Des milliers de gens sont morts parce qu'ils étaient cambodgiens. Un peuple entier exterminé. Les innocents méritent la justice. Vous avez dit un quart de la population civile. Monsieur, c'est bien ça? Oui, Monsieur le Président. Monsieur, reconnaissez-vous les faits? Oui. Oui, oui, bien évidemment. Oui, oui, je reconnais. Pardon? Oui, j'ai obéi aux ordres des camarades
Et j'ai agi tel que cela vient d'être dit. Enfin, je peux refaire ici chacun des gestes que nous exécutions, exactement comme nous les exécutons. Non, merci, ce ne sera pas nécessaire, nous ne sommes pas au cinéma. Verdict, mademoiselle. Le flou total, lenteur de la procédure, évaporation de la nature. Et pour certains responsables? Prison à perpétuité, Monsieur le Président. Oui, monsieur. Je fais appel. Faites entrer le 4e témoin, s'il vous plaît. Mademoiselle, ça va? À peine, Monsieur le Président. Paralysie de la justice, fourmillement dans tout le corps. C'est récurrent, mademoiselle. Je le sais, Monsieur le Président. Je le dis quand même. Témoin suivant. Hashize imyaka irenga 22 ariko mbyibuka nkaho hari ejo hashize ibihumbi n'ibihumbi by'abantu barishwe bazira kuba abatutsi. Itsinda ry'abantu ryaratsembwe. Izo nzirakarengane zikwiye kurenganurwa, Bwana Perezida. Merci, madame. Monsieur, donc, 1 million de morts en 3 mois, propagande, gouvernement génocidaire, bras armés, milices organisées. Nous vous écoutons. C'est-à-dire que j'ai refait les calculs au sujet du nombre de victimes. 1 demi-million de morts, c'est ce qui avait été prévu ou évalué. Déjà, les journaux disaient 500 000 morts. À partir de là, bon, il y a une fausse évaluation des victimes. Et après la guerre, on a parlé de 500 000 morts encore, ce qui nous fait 1 million. Le chiffre de 1 million, non, je n'y crois pas. Alors, si l'on prend en compte la population d'avant le génocide et que l'on compte minutieusement le nombre de... Bon, enfin, je peux évaluer qu'il est mort la moitié. Disons, allez, 350 000. En tout cas, ils ne sont pas tous morts. Non, voilà mon explication. Voilà. C'est qui ça? Monsieur, taisez-vous. Vous êtes devant un tribunal pénal international, pas au cabaret du coin de la rue. Excuse me. Guilty, not guilty. That is the question. Monsieur le Président, si vous le permettez, j'aimerais prendre la parole. Maître, je vous en prie, mais soyez bref. Nous sommes là depuis trop longtemps. Monsieur le Président, mon client a commis des actes délictueux, certes, et nous le reconnaissons devant cette cour. Mais nous devons prendre soin des détails. Sinon, ce serait une mauvaise justice, une justice qui ne prend pas en compte l'ampleur de cette histoire. Monsieur le Président, vous savez que c'est ici une affaire bien compliquée. C'était le chaos. De nombreux assassins se sont miraculeusement évaporés dans la brousse. D'autres ont été rattrapés in extremis et ont été condamnés un peu partout dans le monde. Ils sont en prison à l'échelle internationale. Et pour ceux qui passent entre les mailles du filet, demandez au gouvernement français. Ils sont au champ dans leurs églises, leurs hôpitaux, leurs lotissements. Tout cela, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les jurés, pour susciter votre clémence à l'égard de mon client. S'il est ici aujourd'hui devant vous, ce n'est pas le cas de tous les responsables de ce crime immonde. Tout le parcours de mon client n'est pas un parcours criminel. Reprenons les choses point par point, messieurs. Monsieur le juge, il faut en tenir compte. Et dans la chronologie des événements, à quelle date situons-nous réellement le début du déluge? Maître, faites attention à votre vocabulaire. Nous ne parlons pas d'un déluge. Il ne s'agit ni d'un accident, ni d'une catastrophe naturelle. Terminez votre plaidoirie, s'il vous plaît. Ma question n'est pas une question difficile, ma question est très simple. Vous reconnaissez-vous coupable, oui ou non? Nous n'avons fait que nous défendre. Mais ils ne comprennent pas. J'ai donc plaider coupable et puis on demandera pardon. Hein. Pardon. Si vous saviez comme je regrette. À un certain moment, ça a craqué. La folie, l'alcool, la misère. Oh, je regrette tellement. Pour vous le prouver, je peux dénoncer certains de mes collègues de travail qui se sont fait remarquer pour leur zèle et leur efficacité. La peine de mort? Monsieur le Président, elle est abolie.
Verdict, mademoiselle. Travaux d'intérêt général. Il peut sortir de prison, Monsieur le Président. Pour le bien-être de la communauté. Il reste un dernier témoin. Merci. Ça va, mademoiselle? Ce n'est pas le mot, Monsieur le Président. Mal au crâne, sensation de vertige, tremblement de la réalité. C'est récurrent, je le sais, Monsieur le Président. Dernier témoin, s'il vous plaît. C'était il y a plus de 20 ans, Monsieur le Président. Ma mémoire est pourtant intacte. Des milliers de gens sont morts parce qu'ils étaient bosniaques. Un peuple entier exterminé. Les innocents méritent la justice. Je refuse de parler. Ni l'un, ni l'autre. Très bien, vous nous faites gagner du temps. La Cour considère que vous plaidez non coupable. Verdict, mademoiselle. 46 ans d'emprisonnement. Et puis non, 35. L'État? Il déplore un chapitre sombre de l'histoire. Et le boucher, après 15 ans de cavale? C'est en cours, Monsieur le Président. Il a eu un léger malaise à l'audience. Ça va, Monsieur le Président? Urticaire aigu. Cas de conscience. Il va falloir ouvrir toutes les archives. Mesdames et messieurs, l'audience est levée. Je vous remercie. Après ce tribunal des dénégations, je souhaiterais passer la parole à Marcel Cabanda, président de Ibuka, de façon à pouvoir l'entendre lui également sur cet accompagnement sur Agati Achou et jusqu'à aujourd'hui. J'ai le sentiment que je n'ai rien à dire, je n'ai rien à ajouter. Sauf un mot. Merci à vous tous. Merci à Dalila pour ce travail qui est une... Je trouve que c'est un chef-d'œuvre. On a parlé de la tombe. Peut-être vous donner aux victimes une tombe, un lieu, effectivement, qui atteste qu'elles ont existé. Merci pour ça. En écoutant cette dernière partie qui est sur un procès, je n'ai pas arrêté de penser à ce que j'ai lu ce matin dans une dépêche de l'AFP qui nous informait que l'un des responsables du génocide des Tutsis venait de bénéficier d'une mesure de libération anticipée. Il s'agit de Ferdinand Nahimana, un historien dont le rôle a été reconnu dans la mise en place de la fameuse radio Machette, la radio d'Émile Colline, qui pendant 3 ans a appelé à la mort des Tutsis et qui, avant le mois d'avril 1994, avait fait tout pour que les accords de paix ne soient pas appliqués. Il bénéficie d'une mesure de libération anticipée, sans doute parce qu'il vient de passer 20 ans en prison. Ce n'est peut-être pas une faute. Peut-être que le juge ne commet pas une faute, ne commet pas un délit par rapport à la loi pénale. C'est prévu. Mais je pense que ça ne devrait pas être accordé à n'importe quelle condition. Car il ne s'agit pas de quelqu'un qui a volé une orange à l'étalage. C'est quand même quelqu'un qui a fait massacrer un peuple. Alors, nous avons aussi entendu à plusieurs reprises un mot, transmission. La transmission, ça suppose qu'on a un legs, qu'on a quelque chose à transmettre, à donner. Mais c'est quoi ce legs? J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui, si c'est un legs, il n'y a pas eu de testament. Ceux qui nous l'ont laissé n'ont pas désigné les héritiers, n'ont pas non plus précisé la part de chacun.
Donc, il nous revient à nous tous d'en prendre soin et de le transmettre. Il est aussi particulier à un autre titre, c'est que il ne s'agit pas d'une transmission d'ascendant à descendant. C'est une transmission qui se fait aussi à l'horizontale. Ainsi, Dalila s'en est saisi. Et il le transmet à nous, à toutes les personnes qu'il rencontre, qui ont le même âge qu'elle ou qui sont plus âgées qu'elle. Et peut-être qu'ils vont aussi la transmettre à d'autres de même génération ou aux enfants. Pourquoi transmettre cela? Je pense qu'il faut transmettre parce que nous avons tous un choix. Soit nous prenons la part des assassins et nous nions les faits. Donc nous disons, comme le disait l'accusé, rien ne s'est passé. Ainsi, nous participons à leur assassinat, ou au moins nous justifions ceux qui les ont assassinés. Parce que ces gens qui n'ont même pas de place dans la mémoire de l'humanité, dans notre histoire, n'avaient pas de place dans l'espace public. Comment parler de l'espace public? C'est prendre le parti de l'assassin. Mais nous pouvons aussi prendre le parti de la victime. Ça veut dire, avec elle et comme elle, appeler au secours, dénoncer, demander justice. Nous avons encore aujourd'hui, c'est vrai, il y a 22 ans, il y a 80 ans, il y a 40 ans, il y a un siècle, mais nous avons le devoir de savoir où nous nous situons. Nous l'avons parce que nous nous rendons compte qu'il se passe des choses chaque jour autour de nous, qu'il y a des dangers. On a vu, on a entendu ces derniers jours, on a assisté à la chute de la ville, d'une partie de la ville d'Alep en Syrie. On a entendu, on a vu à la télé ces images des ruines, et on peut s'imaginer des gens, des enfants et des femmes qui sont sous les gravats. Alors on a parlé de l'impuissance de la communauté internationale. De quelle impuissance s'agit-il? Elle est puissante. Malheureusement, elle est puissante. Ce n'est pas de la puissance qu'il s'agit. C'est de la volonté qu'il faut interroger. Car cette puissance, elle existe, mais elle peut être utilisée. Ou ils peuvent décider de ne pas agir par calcul politique, ou par cynisme, ou en se disant, ce n'est pas nous, c'est loin de nous, ça ne nous concerne pas. Mais ce n'est pas un manque de pouvoir, ce n'est pas un manque de capacité, c'est un manque de volonté, c'est choisir de ne pas agir. Donc le mot impuissance, pour moi, il ne convient pas. Mais le fait qu'il ne veuille pas faire quelque chose, au Rwanda, il pouvait très bien faire quelque chose. Oui, il le pouvait. Ils ont décidé de ne pas le faire. Alors aujourd'hui, on peut parler des trous dans la mémoire. En fait, ces trous, pour moi, c'est comme, vous savez, dans l'avion, quand on arrive, quand il y a des trous et l'avion descend. Vous savez, les chutes que ça fait. Eh bien, tout ce que nous entendons depuis 20 ans en France, parfois on nous révèle ceci. Voilà. On a lu quelque chose dans la livraison du Canard enchaîné de ce matin. On a déjà entendu quelque chose, c'était la boîte noire de l'avion qui avait disparu, qu'on avait retrouvé. Ce sont des trous qui font mal. Nous ne sommes pas ici pour accuser, ni pour condamner, sans savoir. Mais nous avons envie qu'on fasse ici un examen sans concession pour que nous arrêtions de tomber, pour qu'il n'y ait
plus ces chutes. Et pour que aussi au Rwanda, évidemment, quand ils voient en français ou quand ils entendent parler de la langue française, ne puissent pas se dire, mais que veulent ces gens? Qu'est-ce qu'ils nous ont fait? Il faut savoir pour nous réconcilier. C'est bien cela que tu voulais. Et je pense que ces éléments de connaissance, pour qu'ils arrivent, pour qu'on les obtienne, ben, nous allons compter sur la participation de chacun. C'est aussi cela la transmission. En tout cas, merci à Dalila. Merci aussi au Mémorial qui se saisit justement de cet héritage. Il est à tous pour le transmettre. Merci beaucoup. Merci, merci Marcel. Tu as fait une bien meilleure synthèse que nous sur ces questions de transmission et de réconciliation. C'est vrai que à de nombreux moments au Rwanda, lorsque le spectacle a été présenté et à l'issue des groupes de parole, cette question de la transmission a été renvoyée aux artistes et notamment, non pas dans ceux qui l'avaient reçu, mais dans la nécessité d'aller rencontrer les jeunes et d'aller raconter cette histoire. Donc encore une fois, avec cette volonté de donner. Et on aura l'occasion pour clore cette soirée, d'évoquer cette question de la mémoire, de sa transmission et des mémoires croisées, et notamment sur le nouveau projet artistique. Mais ce sera pour la clôture. Je propose de vous passer la parole, en tout cas si certaines personnes ont envie de réagir, c'est le moment. Oui, merci énormément pour ce travail. J'avais vu des extraits d'une de vos pièces à Châlons-en-Champagne et ça a fait beaucoup d'écho. Deux choses. J'ai pensé, vous avez dit, c'est une pièce de théâtre comme un site mémoriel. Et j'ai vu la pièce de théâtre sur Tchernobyl, la supplication, et j'en garde un souvenir très fort. Donc c'est la force du théâtre de pouvoir faire vivre de l'intérieur les situations, les sentiments vécus par les personnes qui ont vécu telle ou telle situation, tel drame, tel que nous avons. Pour votre dernier extrait, je pensais au procès en appel de Pascal Sibikangwa qui vient d'avoir lieu à Bobigny. J'ai assisté à une seule séance pour le réquisitoire et je vous invite à lire les comptes rendus faits sur le site du collectif des parties civiles pour le Rwanda. Parce que quand on a l'attitude de l'accusé, quand l'avocat de l'accusé éclate de rire, je veux dire, on a malheureusement, je dirais, plein d'illustrations qui peuvent tout à fait prendre part dans une pièce de théâtre ensuite. Voilà. Et donc le travail de mémoire continue. Merci à Marcel pour nous rappeler que c'est vraiment le rôle de chacun de prendre cette part, cette transmission. Et je pense aussi à l'avenir, car en 1994 n'existait ni Internet, ni les entre guillemets réseaux sociaux. Et je pense par exemple à l'Uruguay qui fut la première dictature à utiliser les fichiers informatisés pour pouvoir réduire à néant tout ce qui était opposition, gens qui s'opposaient. Donc ce n'est pas seulement, je dirais, la transmission du passé, mais c'est aussi prévenir ce qui pourrait demain arriver ici ou là, nous ne savons pas où. Écoutez, je dois vous dire que je suis très, très émue quand vous parlez des mémoires croisées, dont je fais partie également, en tant que victime il y a 80 ans. Donc je suis aussi très touchée que la mémoire, le mémorial de la Shoah, vous ait pu ne pas faire de différence entre les génocides, parce que nous avons tous un cœur, le sang qui coule est toujours rouge, et comment vous expliquer, les traumatismes
on les ressent quand on les a en soi, puisque nous sommes les tombeaux, le tombeau de nos parents. Je ne sais pas comment vous dire, non pas merci, c'est ridicule, mais combien vous devez continuer dans cette voie. Je suis une amie également de Francine Méran. Qui ne connaît pas Francine Méran, qui vous défend également, qui fait les portraits de tous ceux qui disparaissent et qui sont disparus. Voilà, je voulais tout simplement vous le dire avec le cœur. Merci à vous tous. Merci, madame. Merci beaucoup pour la pièce que vous venez de jouer. Le rôle de l'art et de la littérature dans la transmission de la mémoire, de la douleur, de la violence, et notamment pour le génocide, c'est quelque chose de connu, puisque j'enseigne moi-même la littérature, que j'écris des essais sur ces problèmes. La meilleure façon de faire diffuser un événement passe par l'art, pas dans le sens de la création de l'émotion, mais puisque justement texte de l'art ou de la littérature parle à l'individu. Parle à l'individu, c'est l'expérience, chercher l'émotion. Et ça, je crois que vous le rendez très bien. Et cette position éthique et politique aussi de aller vers l'autre sur les collines, passer d'une langue à l'autre, évoquer que le génocide du Rwanda, les Tutsis, à un moment donné, les rescapés pensaient que ce qui est arrivé à notre peuple était un événement singulier. Même si savoir que les autres ont souffert ne diminue pas la douleur, mais peut-être je dis une bêtise, mais une douleur partagée s'assume mieux. C'est l'expérience que j'ai vue aussi. Parce que au Rwanda, il y a quelque chose de tabou. Mais en réalité, on ne parle pas de génocide. On l'évite. Une expérience qui va dans le sens de... Ce que vous essayez de faire, vraiment, c'est d'aller chercher un mot, comment dire les choses. Une fois, j'ai demandé à une vieille dame, en 95, qui m'a dit, je lui ai demandé comment elle se sentait. Elle m'a dit, je suis né au moment où les Belges se guerroyaient avec les Allemands. Nous avons quitté le pays, les palais de pays de sa naissance. Dans les années 40, nous avons fui l'administration coloniale pour aller au Burundi. Nous revenons 3 ans avant l'indépendance. Ce fut la guerre de Kayibanda. J'ai perdu mes sœurs, mes frères. Et avec Abiyarimana, je perds ce qui me restait. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Je ne suis ni l'État, ni Dieu. Et là, où je veux en venir, c'est l'idée de la transmission, de la diffusion de la mémoire, face à un problème majeur. C'est l'idée de la communauté internationale qu'on évoque souvent. Et j'aimerais savoir ce que vous en pensez en tant qu'artiste ou d'autres, puisque le problème terrible du génocide, c'est le contrat du citoyen avec l'État. Je respecte les lois, l'État me protège. Et ce contrat est rompu par un État génocidaire. Quelles sont les armes qu'on peut avoir, puisque la communauté internationale, c'est... Au Rwanda, on l'appelle à un mot que peut-être vous connaissez, baringa, c'est-à-dire un conte pour enfants. C'était en 60. C'est comme ça qu'on dit à propos de l'ONU. Baringa, un conte pour enfants. Quelles sont les armes
ma question que je vous pose, qu'on se pose, comment amener aux citoyens eux-mêmes à créer un espace où c'était volonté que l'État ne puisse plus les génocider. Comment l'art, l'enseignement, la transmission, pouvions créer cet espace et quelles sont nos limites. Voilà ce que je voulais apporter au débat. Et vous m'excuserez si j'ai trop parlé. Alors, merci de toutes ces remarques. Juste une petite précision, comme vous avez pu le voir sur la tentative du dernier extrait, nous ne sommes pas en train de vous jouer la pièce, elle n'existe pas encore et on a beaucoup de travail pour répondre à la question que posait Sophie. On a prévu qu'elle soit fin 2017 au Rwanda et en 2018 en France. Donc c'est voilà, vraiment les débuts. Et avant de répondre à votre question, monsieur, moi je vous remercie sur ce que vous dites sur l'importance de l'art et ce que peut faire cet outil qu'est le théâtre, mais la littérature, la peinture. Mais juste, pour moi, ce qui est important de préciser là, et comme je le disais tout à l'heure, aussi parce qu'on est dans ces murs et parce que certains d'entre vous sont à mes côtés ou présents dans la salle, en tous les cas, moi, la légitimité de faire ce travail de création en tant qu'artiste, je l'assume au quotidien parce que je sais que d'autres, fondamentaux de la question de la reconstruction après le génocide sont travaillés. Je pense par exemple, vous avez évoqué le collectif des parties civiles pour le Rwanda sur les notions de justice, l'accompagnement des rescapés avec des associations comme Ibuka et évidemment tout l'incessant travail qui sont faits par les journalistes et les historiens. Et en fait, moi, je pense que j'arriverais pas à faire du théâtre si j'étais pas rassurée sur le fait que tous ces points cardinaux soient aussi pris en charge parce qu'ils sont évidemment tout à fait nécessaires dans ce chemin de reconstruction. Donc oui, l'art a effectivement cette forme de puissance parce que c'est un espace communautaire et par rapport à votre question sur quelles possibilités ça offre, peut-être que c'est un espace de pensabilité de ces instants-là de l'humanité qui met chacun face à lui-même. Et peut-être que là est son arme. Mais pour moi, c'est important de vous préciser ici que je ne pourrais pas faire ça si j'avais pas conscience de tous ces autres endroits où l'être humain malmené est pris en charge. Voilà. Je voudrais juste reprendre 2-3 choses qui ont été dites et qui me paraissent intéressantes, mais on est ici pour parler de transmission et donc c'est normal qu'on axe la question sur la transmission. Il me semble qu'on ne peut transmettre ce que l'on porte que ce que l'on porte véritablement. Et qu'avant d'être un instrument de transmission, ce que disait précisément Madame, c'est que l'art est la seule possibilité qu'on a de porter des choses aussi terribles qui sont là pour nous détruire, qu'on veut bien sûr oublier, qu'on ne veut pas... voilà. Je crois que c'est assez dit dans la pièce. On a naturellement une difficulté à se rappeler de cela. Et si on se le rappelle pour les autres sans le porter, on ne peut que le rappeler de façon traumatique. On ne peut que témoigner d'un traumatisme, mais pas véritablement de ce qui a eu lieu. Donc la question, avant la question de la transmission, c'est de savoir comment chacun d'entre nous arrive à porter des histoires pareilles. Comment on peut vivre cela. Et je pense que l'art est, à peu de choses près, la seule manière, le seul type de parole qui est capable d'accompagner cela et de rendre la chose vivable. Voilà. Il y a, pour répondre aussi à ce que disait monsieur tout à l'heure, aussi dans l'art, une forme de liberté qu'on se découvre, une forme de possibilité de parole qu'on se découvre, qui fait que je crois qu'on acquiert aussi par l'art une aptitude à peut-être se méfier un peu plus de certains états et
de la façon dont la société nous parle, puisqu'on devient acteur de notre propre identité, acteur de ce que... Voilà, on acquiert une certaine parole qui ne s'acquiert pas autrement. Donc voilà, je voulais simplement dire ça, qu'avant la question de la transmission, il y a la question de savoir comment existe cette mémoire en nous, et après, bien sûr, comment on peut la transmettre, mais comment elle existe. Et je pense qu'elle ne peut exister, soit elle est enfouie en nous et elle nous détruit, soit on la porte à travers l'art. Elle est douloureuse, et c'est exactement ce qu'il disait, hein, c'est-à-dire qu'elle fait revivre quelque chose qui est bien sûr douloureux, mais en même temps elle le rend vivable. Voilà, simplement. Je voulais d'abord vous remercier parce que je me suis moi-même souvent posé la question de la légitimité d'agir en espace public quand on est étranger à cet espace public au départ. Donc j'imagine que même comme comédien, quand vous vous préparez à ce genre d'expérience et accompagner, ce n'est jamais évident. Donc je pense que l'appropriation du commun en espace public est importante partout et que ça n'a aucune frontière. Je voulais vous remercier pour ça et vous remercier également pour une deuxième chose, c'est celle de d'avoir le courage de faire une pièce longue, puisqu'on est toujours tenté d'aller à la vitesse de ce que le monde nous demande, extrêmement rapide, avec des informations. Voilà, on peut tous avoir vu aujourd'hui, comme j'ai moi-même vu sur un écran, Alep en train d'être détruit, vous en parliez, Marcel, mais voilà, c'est extrêmement important, je crois, surtout, moi je parle en tout cas de mon point de vue, où je suis née avec cette rapidité permanente, de rappeler que le cerveau humain a son propre temps. J'imagine que madame, vous ne me contredirez pas, et c'est important de revenir aussi à ce travail-là. J'en profite en fait que vous soyez encore en travail pour vous suggérer de vous intéresser au pays voisin qui est en train de vivre une période extrêmement grave, qui a toutes les prémices d'un génocide. Vous êtes certainement déjà intéressé. C'est une proposition que je fais à voix haute aussi pour l'Assemblée. Parce que ce qui se passe actuellement au Burundi, ça résonne terriblement avec ce que vous êtes en train de dire. C'est-à-dire que personne ne peut dire aujourd'hui qu'il se passe un génocide au Burundi, mais par contre tout le monde peut dire qu'il y a un média de la haine, tout le monde peut dire qu'il y a une prise en main administrative avec une discrimination ethnique qui est en train de se faire, avec des fichages qui se font par ethnie. Donc, on est plus de 20 ans plus tard. Je crois que dans votre travail, si j'ai bien compris, qui cherche en tout cas une forme de globalité, enfin, ou en tout cas d'essayer d'être le plus multiple et de rendre le plus la complexité, tout en laissant chaque personne libre de prendre ce qu'il souhaite prendre dans le spectacle. Il est important d'aller se poser la question jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à une actualité brûlante et jusqu'à des questions qui sont presque indécentes, mais qui sont, enfin, je pense, qui sont essentielles. En tout cas pour moi comme spectatrice, moi qui aime beaucoup être spectatrice, c'est important qu'on me pousse le plus loin possible, parce que c'est pas courant. Voilà. Merci pour votre travail à venir. Et puis, bon courage, bonne suite, on vous suit. Non, mais juste très rapidement par rapport à ce que vous venez de dire, c'est très important pour moi ce que vous dites en évoquant par exemple le Burundi, parce que je crois que c'est ça aussi que nous cherchons à faire, c'est-à-dire quand on décide de prendre la parole, il y a aussi tout ce que l'on ne dit pas et qui est complètement assumé et qui appartient aux pensées de chacun, de ensuite y réfléchir ce que vous venez de faire. Donc quand on travaille, je pense, sur des choses comme ça, et c'était clairement dit dans le texte de Carole aussi, ces paroles qu'on ne peut pas prendre à la place d'eux, voilà, à la place de l'actualité, à la place des gens qui sont plus là pour témoigner. Donc à l'intérieur même de la prise de parole, il y a le silence pour moi qui est très important. Donc, et qui est aussi cet espace de pensabilité que j'évoquais tout à l'heure. Merci. De me permettre de répondre à une question que Marie-Odile m'a posée tout à l'heure. Marie-Odile a dit qu'au Rwanda, il y a des façons de raconter des histoires. Et c'est vrai, je me suis rappelé que quand nous étions petits, quand j'étais petit, ma mère nous racontait une histoire horrible. Des histoires des ogres, etc. Et à la fin, il y avait « c'est pas moi qui finis, c'est l'histoire qui finit ». Donc, une manière de séparer
de séparer ce qui venait d'être raconté et nous. Mais ça nous donnait quand même... Alors, c'est vrai qu'il faut... il fallait bien raconter cela, mais il fallait séparer ça de nous. Donc, ce n'est pas moi qui finis, c'est l'autre. Et donc, c'est pour cela que peut-être un travail d'artiste permet évidemment d'opérer cette séparation que l'on n'opère pas rien que par la mémoire et la commémoration. C'est tout ce que je voulais dire. Si vous en êtes d'accord, on a un dernier court extrait pour conclure. Juste... Dans le cadre des mémoires croisées dont je vous parlais tout à l'heure, nous avons eu la chance de pouvoir mener plusieurs entretiens avec Marceline Loridan-Ivens grâce à l'accompagnement du mémorial de la Shoah. On avait dit qu'elle était... Et donc, j'ai voulu intégrer une lettre. Donc, je m'adresse à Marceline Loridan-Ivens. Nous allons nous adresser à elle. Parce qu'elle m'a mis en garde sur plein de choses que je n'ai pas respectées dans ce texte. Donc, voilà. La transmission. Chère Marceline, vous m'aviez bien prévenu pourtant. Il ne faut pas tout mélanger. Tous les génocides ne se ressemblent pas. Ne pas tout mélanger, tout accumuler, tout simplifier. Mais comment faire ? Nous avons besoin de regarder l'histoire d'un siècle dans son ensemble. Ce n'est pas pour comparer, encore moins pour tenter de comprendre un événement par rapport à un autre, mais c'est pour que les choses restent liées, Marceline. Nous avons peur de la découture, de la désintégration de la mémoire, à cause des différences, à cause des frontières. Vous m'avez dit, la seule ressemblance, c'est l'intention d'extermination. C'est déjà beaucoup trop de violence à répétition. C'est là que nous sommes dans la répétition d'un drame aux accents identiques et aux morts uniques. Nous cherchons dans les mémoires croisées un peu de paix, un peu de réconfort et un peu de cette infernale lucidité sur l'homme qui se répète comme une crise d'asthme, un étouffement. Vous avez dit, on ne résout pas le problème en mélangeant tout, mais on ne résout rien. Marceline, nous sommes si loin de la résolution et ce temps qui passe sans nous laisser l'intelligence percer sur les troubles ne nous aide pas. On n'empêche rien, on suffoque tout. L'indifférence est plus grande qu'on ne l'imagine. Nous aimerions avoir tiré des leçons. Nous avons simplement collapsé des accablements et profané des illusions. Et rien n'est guéri dans ce siècle, Marceline. Vous le savez mieux que moi. Nous tâtonnons. Et nous ne sommes pas capables de nous en apercevoir. Aucun passé ne passe, même les plus déterminés, les plus obsolètes, les plus lamentables, impossibles avalement. Tout cela, c'est du coloriage. Nous nous racontons des histoires comme si c'était des effets divers. Vous m'avez dit, les gens meurent comme des mouches. Ce n'est pas facile tout ça. Les gens, les mouches. Nous sommes si vaporeux que la vue baisse, à force de continuer à voir que nous sommes si branlants. À force de bouts de force et de tant de désastres. Nous avons tant traversé, comment encore autant balbutier. C'est nul, c'est tellement nul. Vous m'avez dit, sinon la poussière d'étoiles dont nous faisons partie les uns et les autres, et puis basta. Je n'ai rien ajouté à Marceline. Quel âge as-tu ? 37 ans. Purée, tu vas en voir des trucs. Ce n'est pas marrant ce qui va se passer. Qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Tout. Rien. Merci. Les racines du mal sont dans nos yeux. Nous ne serons meilleurs qu'à force d'acharnement. Marceline, je vous salue. Mesdames et messieurs, bonjour. Vous avez pris place à bord du train 2017 à destination de Kigali. Il desservira les gares d'Erevan, Phnom Penh, Srebrenica, Auschwitz-Birkenau et Big Kigali, son terminus. Vous avez pris place à bord du train en marche qui parfois avance trop vite, qui souvent fait du surplace, qui de temps à autre fait marche arrière, qui avance et recule et perd sa destination et sa provenance, qui cherche un chemin dans les égarements du temps qui passe et ne passe pas, et qui se recommence pour le pire et le meilleur, hier, aujourd'hui, demain et après-demain, mais on ne sait pas quand. Ejo, Nejo, Bundi. Bon voyage.
En réalité, nous sommes une famille qui n'a plus de nom propre, une famille peuplée d'orphelins en tout genre. Au lendemain de l'effritement colossal qui perfora nos vies, dans les plus intimes retranchements de nos corps, plus rien ne tenait debout, ni assis. Les adultes étaient fous, les enfants couraient les rues, seuls, sales et silencieux. Et nous ne savions plus à qui faire confiance. Alors, nous avons recomposé une famille, des quatre coins du monde blessés, avec tous les ingrédients nécessaires, un grand-père, une grand-mère, des oncles, des tantes, un père, une mère, des cousins, des cousines. Nous avons grandi d'un coup, laissant derrière nous cette enfance orpheline. Nous sommes désormais des frères et sœurs et nous nous tenons par les mains. Nous nous sommes donné un nom. C'est juste pour... C'est encore, c'est tellement... C'est aussi pour... C'est enfin, il est temps. C'est assez pour appartenir à l'espèce humaine. Nous avons un nom. Nous nous appelons les vaillants, les frères et sœurs, la floraison, les provocateurs de hauts faits. Les invincibles. Les inégalables, les imbattables. Les héros. Les stars, les célèbres. Ceux qui sont au sommet. Nous nous appelons console-le. Nous nous appelons la compassion. Nous nous appelons que cesse l'attaque. Nous nous appelons achève l'œuvre laissée par les tiens. Tiens bon. Nous nous appellerons More. Tiens bon. More warara. More 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 we. More warara. More 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 warara. More 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 we. More warara. Kana kamama ntugire ngo ndakwanga. Ngeza guhinkuru gamba rumaze kurema. More 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 warara. More 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 we. More warara.